Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur l'événement du sommet commercial entre l'Europe et la Chine qui s'est tenu le jeudi 24 juillet 2025. Alors, initialement, le sommet était prévu à Bruxelles et il a été déplacé vers la Chine et Pékin pour s'accommoder de l'agenda de Xi Jinping. Et déjà, en soi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque Xi Jinping s'est rendu en Russie. Xi Jinping a fait des déplacements. Il s'était rendu aussi lors des sommets de l'Asie centrale, mais il n'a pas jugé nécessaire de se rendre au dernier sommet entre l'Europe et la Chine, qui normalement aurait dû être à Paris, et qui normalement était en Europe, à Bruxelles, et qui ensuite a été déplacé à Pékin. Ensuite aussi, initialement, ce rendez-vous, cette rencontre entre l'Europe et la Chine pour discuter des problèmes et des tensions commerciales qui sont nombreuses, on va y revenir. Normalement, ce sommet, qui est quand même important, il était de 2 jours et il a été réduit à un seul jour, là aussi lié à une demande chinoise. Donc la Chine, en fait, rien que par là, on voit que elle a imposé son tempo, son lieu à l'Europe. Et évidemment, tout ça fait un peu écho à ce qui s'est passé avec les États-Unis. On pourra y revenir. Donc, initialement 2 jours, initialement à Bruxelles, 1 jour à Pékin. Et aussi, initialement, ça a été délocalisé en Chine pour que les dirigeants européens aient l'opportunité de rencontrer Xi Jinping et non des représentants du Parti communiste et de l'État chinois en Europe. Puisque l'idée, c'est que s'ils allaient en Chine, les Européens auraient un accès direct donc aux maîtres, aux dirigeants suprêmes du pays. En réalité, le sommet a été présidé par Li Keqiang en ce qui concerne les questions économiques et Xi a été présent mais pour le banquet. Donc on voit que malgré le fait d'avoir changé le lieu, modifié la date, réduit les dates pour avoir un accès privilégié aux dirigeants chinois, la présence de celui-ci aux côtés des dirigeants européens n'a pas été si claire que ça. Donc originalement aussi, le sommet il avait été organisé à l'avance pour essayer d'aplanir les différends et préparer le sommet, la tournée. En fait, il y a eu donc pour préparer ce sommet une tournée du ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi en Europe du 30 au 5 juin, mais celle-ci a été surtout marquée par ses propos à Kaja Kallas, la vice-présidente de la Commission européenne en charge des affaires internationales de l'Union, selon lesquelles Pékin ne souhaitait pas voir la Russie perdre. On en a déjà parlé, et ce au moment même où l'Europe et la France réalisent que la puissance russe est la première menace tangible concernant la survie de l'Union. Et alors même aussi que les États-Unis de Trump entretiennent une relation distante et complexe avec l'OTAN. Donc on est là quand même au carrefour de plusieurs difficultés. Pour l'Europe, une difficulté dans la relation avec la Chine, difficulté dans les relations avec les États-Unis, et ces 2 difficultés ont des correspondances commerciales, des correspondances au niveau des échanges commerciaux avec les 2 pays. Les États-Unis de Trump ont imposé ces droits de douane à 15% aux pays européens et aussi d'autres conditions d'achat d'énergie, d'achat de gaz et d'achat d'armement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Et on voit aussi que l'Union européenne subit aussi le tempo de la Chine. Donc, c'est ça la grande difficulté dans laquelle se trouve l'Union européenne, c'est qu'elle est en fait prise entre 2 étaux, celui des États-Unis et ceux de la Chine. Donc, l'Union européenne, pendant longtemps, en fait, pendant peut-être ces 10, 20 dernières, 30 dernières années,
en fait, était basée sur une sorte de prérequis, de sorte de postulat, qui était que d'un côté, elle avait les États-Unis pour l'appui militaire, et de l'autre, elle avait la Chine pour pouvoir acheter des produits bon marché et développer son commerce et développer pour les grandes industries, surtout allemandes, les grandes industries, surtout allemandes, ces produits dans le marché chinois. Or, c'est cette double, on va dire, hypothèse que l'Europe faisait en termes de relations internationales qui s'écroule avec le raidissement de la Chine, avec Xi Jinping et ce deuxième mandat de Trump. Les États-Unis aujourd'hui veulent monnayer leur soutien militaire, c'est-à-dire que, ok, on vous donne un soutien militaire, mais pour cela, vous devez payer plus en termes d'échanges commerciaux. Et on voit d'ailleurs que, en fait, les États-Unis sont d'autant plus, en fait, on va dire durs en termes de tarifs douaniers, en termes d'exigences commerciales, qu'en fait, pour l'instant, ils s'adressent à leurs alliés. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte d'échange ou de marchandage ou de chantage à l'aide militaire, puisque l'Europe est dépendante des États-Unis du point de vue du parapluie nucléaire, et elle est aussi dépendante en grande partie du marché américain, face auquel, au niveau des biens, elle est en surplus, au niveau des déficits, au niveau des services, elle est déficitaire, mais la question des services n'a jamais été mise sur la table. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Donc ça, difficulté, pression du point de vue des États-Unis, et difficulté, tension aussi vis-à-vis de la Chine, où là, les Européens sont en net très important déficit. On va y revenir immédiatement par rapport à la Chine. Et justement, l'Europe voudrait un rééquilibrage. Donc en fait, l'Europe est liée à une double pression. D'un côté, le fait qu'il soit et c'est assez paradoxal, on est vraiment dans une forme de dilemme, on est vraiment dans une forme de double impossibilité, de double bind. D'un côté, les États-Unis font payer à l'Europe son excédent commercial avec les États-Unis, et de l'autre, la Chine profite du déficit, ne veut pas changer ou profite du déficit commercial immense que les Européens ont vis-à-vis de la Chine. Donc c'est vraiment une situation très difficile. Donc pour revenir sur l'ensemble de ces difficultés dans la relation Chine-Europe, donc il y a plusieurs points de friction qui expliquent que le sommet Europe-Chine ne soit pas très bien passé, n'a pas conduit à des avancées majeures. Donc les points de friction, ils sont nombreux. Donc on a déjà évoqué longuement le problème de la relation entre la Chine et la Russie. Donc, ça fait partie des points de friction, on va dire, premiers dans la relation Chine-Europe aujourd'hui, c'est que l'amitié sans limite entre la Chine et la Russie s'oppose frontalement et radicalement avec la ligne européenne, qui est une ligne de soutien à l'Ukraine. Donc, en reconnaissant que la Chine ne peut pas accepter de voir la Russie de Poutine perdre la guerre, la Chine assume sa position et l'Europe se trouve en porte-à-faux par rapport à la Chine sur cette dimension-là. Alors, notre domaine de friction, c'est les terres rares. On sait qu'en réponse aux droits de douane américains, la Chine a limité les exportations des terres rares et surtout, principalement dans les terres rares, les aimants qui sont nécessaires à tout un ensemble de techniques, de technologies, dans en fait un grand nombre d'outils avancés. Donc ici, cette exportation, vu que la Chine a le monopole sur les terres rares, on l'avait déjà évoqué lors d'une précédente émission, vu que la Chine a ce monopole sur les terres rares, elle peut jouer évidemment de ce monopole en restreignant son commerce, son exportation de terres rares pour en fait s'en servir comme d'un moyen de pression. Elle a fait avec les États-Unis, et ça a plutôt marché puisque les États-Unis aujourd'hui essayent d'avoir un nouvel accord avec la Chine, et la Chine pour l'instant est dans une situation intermédiaire au niveau de ses tarifs douaniers
on a dit dans une autre émission, qui ont baissé de 125% par rapport à ce qui était annoncé avant. Et donc le problème, c'est que ces limitations dans les exportations de terres rares, en fait, ça concerne pas que les États-Unis, ça concerne aussi les entreprises européennes qui ont fait face à des retards pour obtenir l'approbation de leur achat de terres rares par la Chine. Et donc la Chine aussi peut jouer sur ça, et l'Union européenne s'en est plaint. Et quand l'Union européenne s'en est plaint, la Chine dit évidemment que l'Europe ne devrait pas se plaindre de ça et ne devrait pas politiser le sujet, évidemment, alors que c'est eux qui s'en servent comme moyen de pression. Ok. Ensuite, un autre problème qui est un peu moins évoqué, et on s'arrêtera là pour cette semaine, c'est la question du matériel médical. C'est devenu un sujet de réel contentieux. On sait que c'est quelque chose qui a été mis à jour avec aussi le Covid, la dépendance aussi de l'Europe vis-à-vis du matériel médical. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, le 20 juin, la Commission européenne a décidé d'exclure les entreprises chinoises des achats publics de dispositifs médicaux de plus de 5 millions d'euros et de n'autoriser pas plus de 50% d'intrants chinois pour les appels d'offres retenus. En fait, cette mesure, elle fait suite aux conclusions d'une enquête approfondie menée dans le cadre de ce qui s'appelle l'Instrument pour les marchés publics internationaux, IPI. Et ce rapport, il a montré que les exportations chinoises de dispositifs médicaux vers l'UE ont plus que doublé entre 2015 et 2023. Entre les deux, il y a ce moment du Covid. Parallèlement, la Chine elle-même a érigé des obstacles juridiques administratifs récurrents. 87% des marchés publics de dispositifs médicaux en Chine ont fait l'objet de mesures d'exclusion et de discrimination à l'encontre des dispositifs médicaux fabriqués dans l'UE. Donc, cette décision du 20 juin, c'est en fait une mesure de compensation par rapport à quelque chose qui était déjà fortement biaisé en Chine. Ces deux éléments qu'on a déjà notés, le doublement des exportations et la très faible ouverture des marchés publics. Or, plutôt que de répondre à ces premières limitations, la Chine, en fait, a redoublé. C'est-à-dire que c'est comme ça, par exemple, si on lit les journaux chinois, les journaux chinois se scandalisent de cette décision du 20 juin pour justifier le fait que la Chine renforce encore son exclusion du matériel médical. Donc la Chine ensuite a rétorqué en disant exclure des contrats gouvernementaux de dispositifs médicaux d'une valeur de plus de 6 millions de dollars. Donc un peu la réciproque. Mais encore une fois, l'Union européenne avait agi comme ça par rapport au matériel médical parce que c'était déjà lié à une situation biaisée à l'avantage de la Chine. Et ça, c'est assez révélateur d'une pratique commerciale chinoise, on s'arrêtera ici, c'est qu'en fait, c'est la grande difficulté de l'Europe dans sa relation commerciale avec la Chine, toute mise en place de mécanismes défensifs face à une concurrence déloyale subie va être en fait contre-attaquée par un mécanisme d'exclusion, par un mécanisme encore plus marqué, encore plus difficile, encore plus sévère en compte de l'Europe. Donc en fait, l'Europe n'a pas un très peu de choix. Il semblerait qu'elle n'a que le choix ou de subir passivement, donc c'est-à-dire de voir la Chine profiter de son avantage commercial, ou si elle répond, d'être attaquée encore plus. Et finalement, c'est pas très loin de ce qui se passe avec l'Amérique de Trump, où l'Europe a décidé de subir pour ne pas trouver le risque, se retrouver dans la menace. Donc c'est vraiment finalement, aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, l'Europe se trouve face à deux rivaux systémiques extrêmement durs et vis-à-vis desquels elle peine encore à trouver sa juste place. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.